Salut Julien, Bonjour, comment vas-tu? super, et toi? Ça va super, chaudement, mais ça va. Donc aujourd'hui tu es là pour parler notamment de ton livre spectacle qui est sorti Ouais, récemment. Mais avant ouais, ça, donc je te présente un petit peu l'émission. On va d'abord donc ouais. parler de toi, de ta carrière d'écrivain, et après il y aura des petits jeux, deux petits mini-jeux, voilà. Des petits jeux, trop bien. Et à la fin, le chat te posera des questions s'ils en ont. Voilà. Ok, Voilà. super. Donc bah, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, ok. Alors, est-ce que je dois regarder quelque part? Moi, je suis un peu un novice, hein. Du coup, Non, comme j'ai deux écrans, non, je non regarde dans le ta, vide. ta caméra, partout, peu importe. Peu Ok, importe. ok, d'accord. Eh bien, quoi dire sur moi? Je m'appelle donc Julien, j'écris des livres depuis longtemps. J'écris des livres depuis 12-13 ans. Et j'aime bien écrire des livres qui racontent toujours des choses qu'on ne raconte pas beaucoup dans les livres, c'est-à-dire écrire sur les marges, écrire sur les cultures underground, alternatives. Alors aujourd'hui, la K-pop, c'est pas du tout une culture alternative, bien au contraire, c'est de plus en plus mainstream. Mais je trouvais qu'en tout cas, il n'y avait pas il y avait pas de présence de la K-pop et du monde autour de cette musique et de la culture coréenne dans la littérature française. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai écrit un livre dessus. Voilà. D'accord. Et donc quand et comment t'es-tu lancé dans l'écriture? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est-à-dire pour la première fois que j'ai écrit le premier bouquin, tu veux dire? Oui, oui. Ça s'est fait un peu par hasard. Je pense qu'il faut pas, enfin il faut pas. Je pense que dans tout métier artistique, pour toute fibre artistique, il faut pas se dire que c'est un plan de carrière et qu'il faut absolument, voilà, mener de front une envie pour que ça se réalise. Alors, enfin, c'est bien de s'y consacrer, mais je pense que c'est aussi bien de laisser les choses se faire de façon un peu hasardeuse. Et moi, ça s'est fait vraiment par hasard. J'ai écrit une nouvelle dans un concours d'écriture. C'était la première fois que j'écrivais d'ailleurs. Avant, j'étais un peu journaliste, je faisais de la recherche aussi. J'étais étudiant T'avais quel âge à à peu près à ce l'ENS. moment-là? J'avais 22 ans, donc j'étais vraiment jeune. Ah oui, d'accord. T'as pas commencé à l'adolescence à écrire un peu par passion? Ben, j'avais un blog à l'époque si, j'écrivais, mais c'était vraiment pas de la fiction. Enfin, c'était vraiment une écriture plus de l'ordre du reportage ou du journalisme. J'avais un site sur les séries télé qui marchait bien Ah, et qui me faisait que j'étais accrédité pas mal pour des festivals, etc. Et donc c'était un peu, c'est vrai, mon lien à l'écriture. Mais c'est vraiment avec le concours d'écriture que je me suis dit, tiens, l'écriture, ça peut être beaucoup plus, voilà, plus fort, beaucoup plus magique, beaucoup plus puissant. Et à partir de là, ma vie a un peu changé. J'ai arrêté mes études, j'ai voulu écrire et écrire et écrire. d'accord. Et donc, le spectacle est sorti en mai, c'est ça? Ton livre? Ouais, ouais, Voilà. ouais, il est sorti en mai, Voilà. absolument. Ouais, Et donc ce livre parle de Lisa et de Shipshan. Alors Lisa ouais, de Blackpink, je pense que tout le monde connaît dans le chat. Shipshan, un peu moins, je pense. un peu Est-ce que tu moins. peux nous expliquer, déjà nous présenter les deux personnages de ton Ouais, bien roman sûr. et comment es-tu tombé sur leurs histoires justement? Ok. Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait un peu progressivement. Euh, D'abord, j'avais envie d'écrire voilà, un livre sur la culture coréenne, enfin, sans la réduire, j'ai l'impression dans une culture coréenne comme si c'était une seule vérité, alors que c'est beaucoup plus complexe évidemment. Mais, euh, mais donc voilà, j'avais cette envie-là, et un jour, je regarde donc le documentaire sur Blackpink sur Netflix, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a appelé autour du personnage de Lisa. Je trouvais que ce qui était intéressant avec elle, peut-être un peu plus intéressant qu'avec les autres, c'est que puisqu'elle n'est pas du sérail et qu'elle est étrangère et qu'elle vient de Thaïlande et qu'elle n'est pas voilà une enfant de cette culture, il y avait beaucoup plus de choses à mettre en évidence dans l'adversité, dans la résilience, dans le travail qu'elle a dû fournir pour en être et pour faire partie, Pour s'intégrer? voilà, pour s'intégrer. Donc mon point de départ pour ce livre, ça a été vraiment ça, et j'avais un peu peur d'écrire un livre uniquement sur les écoles de formation, la K-pop, etc. Et il y avait une autre histoire qui m'avait beaucoup intéressé, que j'avais écouté un peu par hasard. C'était un podcast sur France Culture, une émission qui est super, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, et qui raconte tous les jours des histoires très différentes, où on voyage beaucoup. Et j'ai comme ça écouté en fait un très court reportage de 20 minutes sur Chip-Chan, donc sur une Coréenne qui est enfermée chez elle dans son appartement depuis 20 ans,
et qui vit étrangement parce qu'elle se montre 24 heures sur 24 en streaming depuis l'ère chatroulette, depuis les premiers live streams, depuis donc 2000-2005. Et elle vit comme ça, un peu claquemurée, face à des utilisateurs, face à des gens qui la regardent nuit et jour. Et donc voilà, donc avec cette histoire-là, je me suis dit c'était intéressant parce que ça faisait écho, je pense, avec l'histoire que j'avais envie de raconter de Lisa et au-delà de ce travail qu'elle a dû fournir pour devenir idol, de ce qu'on imagine aujourd'hui d'une idol qu'on regarde à travers nos écrans, comme en fait d'autres gens regardent Chip-Chan à travers leurs écrans. Donc je trouve qu'il y avait une bonne chambre d'écho à créer autour de ces deux personnages. Voilà. D'accord. Réponse très longue. D'accord. Bah non, mais justement, on est là pour en apprendre le plus possible. Je vous montre à l'écran donc le livre spectacle qui est disponible un peu partout maintenant. Oui. Voilà. Même si c'est important de favoriser les librairies du coin. Indépendante, ouais, c'est bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que pour Chip-Chan, je suppose que c'était plus difficile d'avoir des informations que pour Lisa. Est-ce que tu as rencontré des internautes qui ont suivi les lives de Chip-Chan et sinon, ouais. Comment tu as réussi à avoir autant d'informations sur cette histoire? Ça a été un travail un peu de fourmi. Hein. J'ai écumé des forums et des sites qui parlaient d'elle au moment où il la regardait, donc des forums qui existent depuis 20 ans. Au moment où elle apparaît, donc je ne sais plus exactement les dates parce que le spectacle je l'ai écrit il y a quand même quelques temps maintenant, mais ouais, elle apparaît je crois en 2006, quelque chose comme ça. Et donc ça a été un travail vraiment de reconstitution, de restitution où j'ai en fait lu des jours et des nuits et des semaines et des mois entiers, en fait n'importe quoi qui pouvait être dit, analysé ou décrit sur Chip-Chan, sur ce qu'elle faisait, sur ses journées, sur les aides. Elle a commencé aussi par des choses elle fait des choses assez étranges, hein, c'est pour ça qu'elle a aussi attiré beaucoup d'attention. Elle écrit des banderoles en coréen dans un coréen qui est d'ailleurs un peu approximatif, un peu maladroit, la grammaire elle est pas très très juste. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis aussi à apprendre moi le coréen pendant des années pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais bon, j'ai jamais réussi à vraiment comprendre. Et donc elle écrit des banderoles sur le fait qu'elle a été kidnappée, elle a inventé toute une histoire, une tragédie autour d'elle, et elle explique que son enfermement est lié à un kidnapping, à une séquestration, et qu'un flic, un policier de Séoul l'aurait enfermé. Et en fait l'histoire, après je vais pas tout révéler, mais l'histoire a pas mal de rebondissements, a pas mal de péripéties. Mais finalement les péripéties elles se comptent sur les deux doigts, enfin sur les 10 doigts de nos mains, parce qu'en fait pendant 20 ans il se passe pas grand chose, elle reste dans son appart. Mais c'est aussi intéressant de regarder un peu l'immobilisme et de voir comment avec cet immobilisme là les internautes pour autant trouvent des trouvailles et arrivent à, je sais pas, trouver un indice. Alors il y en a beaucoup qui ont réussi à la retrouver, qui l'ont géolocalisé. Le premier c'était un Mexicain qui vit à Mexico, qui part des détails parce que Chip-Chan fait des photos par sa fenêtre, va réussir en fait à remonter le fil et elle a localisé dans Séoul, donc c'est assez fou, mais c'est aussi un livre sur ça que j'avais envie d'écrire, un livre sur le pouvoir numérique et un peu notre responsabilité face à nos écrans, quoi. D'ailleurs, ce qui est dans ce livre, ce qui est beaucoup mis en avant, en fait, c'est la curiosité humaine. Le fait de voir quelqu'un en live, même qui fait rien, mais on cherche toujours, il cherche des petits détails pour faire en sorte que l'histoire soit passionnante. En fait, c'est un mélange de mystère et de curiosité. Même s'il se passe rien à l'écran, les gens restent et ils partent dans des hypothèses. Ils vont. C'est ça, ils sont fascinés par le mystère et je pense que c'est très humain de vouloir donner du sens au mystère, de vouloir raconter une histoire et d'y croire en fait. C'est vraiment c'est un livre sur la croyance qu'on développe tous parce qu'on aime, même quand on regarde une idole sur internet, on s'imagine des choses sur sa vie et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles doivent tout le temps donner l'illusion qu'elles sont accessibles, disponibles romantiquement, amoureusement auprès de leurs fans, parce que les fans doivent ensuite se l'approprier et imaginer toute une histoire autour d'elle. C'est assez fou. Ouais, comme par exemple une idol qui fait un live et qui derrière on va entendre un bruit et il y en a plein qui vont partir direct dans des hypothèses, des spéculations, voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Je me souviens aussi d'un live que Rosé avait fait
il y a quelques temps, il y a quelques années, j'en parle rapidement dans mon livre, mais bon, c'est une ligne. Et elle a le malheur en fait de pas avoir, elle a son dernier bouton de chemisier qui est ouvert. Et parce que donc, son chemisier est légèrement ouvert, alors c'est pas échancré, hein, c'est vraiment légèrement ouvert, elle s'est pris tout un tollé de commentaires et de remarques et beaucoup ont imaginé et inventé voilà, le fait qu'elle pouvait être une femme facile, une séductrice uniquement parce qu'elle avait un bouton ouvert. Ouais, ouais. Et est-ce que les internautes qui sont présents dans le livre, qui sont sur les lives, tu les as tous vus sur des blogs, il y en a que t'as inventé pour rendre l'histoire plus passionnante? Alors, la plupart, ceux qui bénéficient pas mal de descriptions et qu'on suit vraiment de page en page, ils existent vraiment. D'accord. Notamment Jessica Watt qui a fondé le serveur, qui a monté un truc sur Discord autour de Chick-Chan. Et on suit depuis quasiment le début du livre un jeune DRH qui travaille à L'Oréal aux États-Unis qui va se passionner pour Chick-Chan et qui va ensuite se passionner pour Lisa. Cette personne, pour les besoins du livre, parce que c'est un peu mon repère à moi, est un voyeur. Moi, je les appelle les voyeurs dans le livre, est un voyeur un peu fictif. Mais tous les autres, la plupart, existent vraiment. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais eu à cœur de même récupérer leurs petites images, leurs petites photos de profil, leur avatar. Mais finalement, ça n'a pas pu être possible pour l'impression parce que c'est vraiment des images minuscules. Mais j'avais envie vraiment de montrer qu'ils existaient vraiment. Okay. Mais voilà, je me suis amusé entre le vrai et le faux, évidemment. C'est aussi le boulot du romancier que de jouer avec ça. D'accord. Et justement, donc pour alimenter ton histoire, tu faisais quoi quand tu n'avais pas d'inspiration pour trouver de nouvelles idées? Qu'est-ce que je faisais quand j'avais pas d'inspiration? Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je passe à autre chose, je ferme mon ordinateur, je sors, je bois, je vois mes amis. Mais je crois que le manque d'inspiration, il est pas. Je suis désolé, il y a un petit bruit de on n'entend pas. On n'entend pas. Non, mais le problème d'inspiration, en fait, il faut jamais s'en inquiéter parce que l'écriture, c'est quelque chose d'assez magique. Enfin, moi, je pense que comme toute créativité, hein, c'est-à-dire que c'est quand même elle qui vient nous appeler, qui vient un peu nous guider par la main. C'est pas tellement, en fait. C'est pas un travail au sens où je dois accomplir des choses pour pouvoir trouver des idées, mais j'ai l'impression que c'est l'écriture elle-même qui décide de. Mais ça, je pense qu'on le ressent tous. Cette idée-là par exemple, de quand on commence un message pour quelqu'un qu'on écrit, un message ou autre chose d'ailleurs, on commence avec une idée en tête et puis finalement on désigne totalement sur autre chose. Et les idées défilent. Finalement, voilà, c'est comme si l'écriture, là, elle décidait un peu seule de la trajectoire. Donc c'est assez, voilà, donc il faut faire confiance pour moi en l'écriture. D'accord. Maintenant, pour parler de l'histoire de Lisa, est-ce que tu as rencontré des professionnels de l'industrie K-pop pour avoir plus d'informations? Ouais, bien sûr. Alors ça a été tout un sacerdoce parce que là-bas, ils sont très très fiers hein, vraiment de leur industrie musicale. Tu as été en Corée, hein, c'est ça? Tu as été en Corée pour écrire? Ah oui, je suis allé en Corée plusieurs mois pour écrire. Donc d'abord j'ai appris la langue, après je suis allé en Corée. Et c'est vrai que on m'avait déjà prévenu qu'il fallait avoir vraiment des fixeurs. Hein. C'est vraiment le terme journalistique pour désigner tous ces gens, ces contacts qui sont prêts un peu à raconter des histoires. Mais on m'avait aussi prévenu que les Coréens avaient une culture d'entreprise, mais pas que d'entreprise d'ailleurs. Moi je l'ai vu même dans un cadre beaucoup plus amical. Ont un truc avec le ghosting qui est très fort. Ils sont très capables vraiment de disparaître, de ne pas donner de nouvelles. Donc on m'avait dit vraiment de faire attention parce que même si j'avais des contacts dans l'industrie qui étaient sujets à me parler, ils pouvaient disparaître du jour au lendemain et plus me donner de nouvelles. Alors ça a été un peu le cas, mais pas trop. J'ai plus vu dans la sphère amicale le côté un peu ghosting parce qu'ils sont aussi très moi j'ai été frappé par le fait qu'ils sont très alors surtout quand on vient de la part de quelqu'un d'autre. Si on vient sur recommandation, ça a été le cas pour moi pour un produit une productrice nous avons BTS et Blackpink et aussi une ancienne idol que j'ai rencontrée. Comme je venais de la part de quelqu'un d'autre qu'ils appréciaient beaucoup, ils avaient vraiment comment dire, ils se sentaient presque obligés de l'envie d'aider et surtout de me recevoir en grande pompe quoi. C'est-à-dire mais tout, c'est-à-dire de réserver un super restaurant, de absolument pas de vouloir absolument tout payer
Même mon taxi de retour, il tenait absolument à le payer. Donc moi j'étais très gêné parce que c'est pas du tout dans notre culture que comme ça de se faire tout offrir. Ouais. Mais parce qu'en fait, ils ont un truc avec l'hospitalité qui est très forte. Mais pour autant, dans les conversations que j'essaie de mener sur concrètement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est concrètement qu'est-ce qu'elles font pendant autant d'années, ces trainees, à apprendre. Ok, elles apprennent les arts du spectacle, évidemment, mais autant d'années, j'avais besoin de comprendre vraiment de quoi était fait presque leur agenda, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Est-ce qu'il y avait des progressions, est-ce qu'il y avait des, voilà. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué à avoir vraiment en fait le contenu détaillé en fait de ces écoles. Et j'ai réussi à avoir pas mal d'informations quand j'ai compris qu'en fait, si je leur posais la question par écrit, dans un travail un peu comme ça, un peu organisé avec des questions, voilà, un peu numérotées, comme ils ont un peu le sens comme ça du devoir et de faire les choses bien. Alors qu'en fait dans la vie ils auraient un peu éludé, ils auraient un peu louvoyé. Par écrit en revanche c'est moi qui ont répondu à toutes mes questions et donc c'est comme ça que j'ai chopé pas mal d'infos. Et par curiosité, je sais pas si tu as le droit de le dire, l'ancien idol que tu as rencontré, tu peux dire c'est qui Non, je sais pas le droit Non, de le dire. ouais, je m'en doutais. J'en ai pas rencontré qu'une, mais j'en ai rencontré une qui était importante. Okay. Après, j'ai rencontré plein d'anciennes d'idoles, mais de tout petits labels, de groupes en fait qui des groupes qui n'ont même pas existé pendant plus d'une année. Enfin, c'est d'ailleurs la majorité des groupes. Hein. C'est terrible. Mais non, malheureusement, c'était vraiment la seule condition pour eux quand ils envisageaient de me parler, c'est qu'évidemment il fallait à aucun moment que que leur nom sorte. Alors évidemment ils ont imaginé le pire, ils imaginaient que mon livre était presque un reportage journalistique, alors que c'est un roman et qui a quand même beaucoup d'inventions aussi, même si tout ce que je dis quasiment sur Lisa est vrai, d'ailleurs tout, mais ils avaient très peur, mais parce que ça fait partie de leur culture, c'est pas des gens qui de toute façon individuellement vont se mettre debout pour raconter des choses. C'est une culture du groupe qui est très collective, qui est très fermée, qui est très donc c'est pas, donc évidemment il fallait que je respecte cette confidentialité là, évidemment. D'accord. Du coup, tu as appris des choses donc sur l'industrie. Et justement, c'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué positivement ou négativement? Je veux dire dans l'industrie, dans culture d'école, dans l'industrie, dans la K-pop en elle-même, et puis après si tu en as dans la culture coréenne en général, la société. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'avais vraiment envie moi, par tout ce travail un peu documentaire, de reportage que j'ai. Je lis les commentaires en même temps. Moi, je connaissais pas grand-chose à ce monde-là, et de fait, je me suis passionné et je suis presque devenu, enfin pas presque, hein, je suis devenu évidemment aussi un grand auditeur de K-pop. Je suis allé voir Blackpink plusieurs fois en concert et pas que Blackpink, parce que maintenant je n'écoute quasiment que ça, les terribles. C'est une sacrée maladie. C'est une terrible maladie. Hein. C'est une terrible maladie. En tout cas pour tes proches, vraiment qui toujours te considèrent vraiment comme un être étrange parce que tu n'écoutes que des K-pop, ça paraît être un virus. Ouais. Mais non, même donc moi j'avais à cœur de montrer évidemment aussi les faces un peu sombres de cette industrie, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je fais quand même la liste de tous les gens qui quand même ont mis à faire leur jour, de tous les gens qui ont fait des dépressions, des burn-out. J'étais même tombé sur une enquête, sur une étude, une thèse d'ailleurs, menée là-bas, qui expliquait que 40% des personnalités du monde du divertissement en Corée ont pensé un jour à se suicider. 40%. Qui est même pas. Donc ça, c'était évidemment important de le mettre mais sans en faire quelque chose de cliché sur la culture militaire en Corée, etc. Et en revanche, j'avais aussi évidemment à cœur de montrer tout ce qui était fascinant, tout ce qui était beau, et ce que j'ai fait, j'espère, je l'ai surtout fait à travers le personnage de Lisa, parce que c'est quand même elle mon héroïne, celle qui vient incarner le livre. Toute la résilience qu'ils mettent en place, je veux dire, moi je trouve ça absolument respectable et admirable de travailler autant d'années sans avoir la certitude d'y arriver, sans être forcément sans se dire qu'on en sera, et pour autant de venir chercher humainement, physiquement, mentalement autant de force pour en être. Moi je trouve que c'est fou, que c'est fascinant, que c'est voilà. Et puis après il y a beaucoup d'autres choses. Moi je trouve que c'est une industrie très créative, une musique très créative qui mélange beaucoup d'inventivité, beaucoup de genres musicaux, que ce soit en fait dans la composition des chansons,
la création des MV, des clips musicaux, etc. Je trouve que c'est une industrie qui est assez ébouriffante et qui devrait être un peu plus, et bon, d'ailleurs c'est le cas, hein, je crois de Ouais. plus en plus, mais un peu plus inspirante pour d'autres industries musicales ailleurs, quoi. D'accord. Et tu as dit que tu as appris le coréen, mais du coup, euh, à quel moment tu as Ouais. commencé à t'intéresser ou à apprendre, à entendre parler donc de la Corée du Sud? Euh, Je sais pas où je regarde parce qu'en fait quand je te regarde toi, j'ai l'impression d'être vraiment en décalage total. Quand je Ah, me regarde moi là, ouais. j'ai l'impression d'être tout seul. Quand est-ce que tu veux dire quand est-ce que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de bouillonnant en Corée du Sud? Oui, que tu as commencé vraiment à t'intéresser à la Corée du Sud. Ou par exemple, tu as su situer la Corée du Sud sur la carte tout et haute, où tu as vraiment commencé à t'intéresser. Ah bah ça quand même. Moi j'avais un ami qui venait de Corée du Sud quand Ah, j'étais enfant, donc j'ai tout de suite d'accord. punaisé le pays très rapidement, qui venait de s'installer en France et c'est d'ailleurs j'étais un peu j'avais été désigné par la classe comme celui qui devait un peu s'occuper de lui, qui devait l'accompagner. Et d'ailleurs c'est très drôle parce il parlait pas français, il était très voilà. Et en quelques mois il est devenu le premier de la classe quoi, donc j'ai trouvé ça Oh, cool. c'est Euh, la culture coréenne, ça. Travailler, travailler, la travailler. culture Exactement, l'effort, ça paye toujours chez eux. Et ensuite, non, ensuite, moi j'ai toujours aimé quand même le cinéma coréen. J'ai regardé aussi quelques cadrages que j'étais journaliste et en même temps spécialiste des séries télé. Mais c'était pas forcément d'ailleurs ce que je préférais. Mais en tout cas, voilà. Et c'est comme certaines musiques K-pop que j'écoutais quand j'étais plus jeune, mais sans savoir et sans identifier que c'était de la musique qui venait de Corée. Je trouvais ça fou. Notamment certaines chansons de 21. Il y avait un truc un peu qui pour moi était un peu de l'ordre du mystère, donc j'en avais pas fait un sujet. C'était pas, voilà, D'accord. j'avais l'impression que ça faisait partie de la culture, mais que Ouais. c'était pas identifié pour moi, disons. Et comme par hasard, c'était déjà un groupe de la YG, Le Destin. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Absolument. en plus, à vous revenir. À vous revenir. Et en plus, elle va en revenir, Ouais. absolument. Ouais, c'est Tu dois être chouette, très c'est heureux, très ça. bien. Bah, je trouve ça bien que finalement on casse un peu cette idée de groupe qui a une durée de vie déterminée Souvent les 7 ans. Souvent. bah c'est ça, les 7 ans avec une programmation, avec une expiration. Là, enfin, y a rien de tel pour montrer que c'est vraiment une industrie presque de produits. Et c'est bien qu'il y ait cette idée de reboot et de redonner leur chance et puis de redonner un peu de lumière à des groupes qui ont marqué l'histoire de leur pays et pas que de leur pays. C'est bien, j'ai l'impression que l'industrie, en ce sens, elle bouge un peu. Mm. Et puis YG a pas vraiment de choix, il faut qu'il vive. Donc, Ouais, c'est vrai. ouais. Bah, du coup, il y a aussi Blackpink qui reviendra donc en 2025. Vu qu'on parle de Lisa, il faut forcément Ouais, parler de Blackpink aussi. Et absolument. donc Ouais, là, ouais. tu m'as dit que tu as appris le coréen. Est-ce que maintenant Ouais. tu le maîtrises plutôt bien? Ou c'est juste... Alors, non, alors je pense que je le maîtrisais vraiment pas mal parce que quand j'y suis allé, vraiment, je m'étais astreint vraiment à 1 heure d'apprentissage par jour et je l'ai fait pendant 3 4 ans. Ah oui. Et parfois, vraiment, c'était vraiment un peu compliqué. Parfois, j'avais un peu la flemme et tout. J'avais la flemme parce que c'est compliqué d'apprendre une langue qu'on ne parle que dans un seul pays. C'est pas Oui, on est moins motivé, on va dire. Ouais, c'est assez niche. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ou alors il faut avoir des amis sur place, enfin, autour de Hmm. soi pour pouvoir, voilà. Et là-bas, mais ça m'a presque déprimé. Hein. Les premières semaines, j'étais pas très bien parce que, en fait, dès que je voulais parler coréen, en fait, on me parlait pas, on me répondait pas en coréen, quoi. En On anglais? voyait que on me répondait en anglais, on me répondait de façon un peu comme ça, un peu hésitante, un peu bref, parce que je pense que la plupart des gens que j'ai rencontrés n'avaient pas forcément envie de parler avec ce mec là blanc qui vient d'arriver de ne sait où. Donc mais ça c'est presque un problème plus général. C'était très compliqué même de me créer un réseau là-bas sur place, vraiment. C'était vraiment difficile. J'ai parlé à beaucoup d'expats qui vivent à Séoul depuis 5 10 ans et qui m'expliquaient qu'en fait ça fait 5 et 10 ans qu'ils étaient là, mais que ils avaient toujours pas d'amis vraiment coréens. Ouais. Et donc très vite je l'ai senti ça. Ils sont très accueillants, vraiment, hein, très chaleureux. On les appelle d'ailleurs les latins là-bas, ça me fait rire cette Les analogie comment? avec les
italiens, les latins de l'Asie. Ah, Ils sont vraiment très accueillants et c'est vrai ils ont le souci voilà, ils sont très fêtards, donc on s'amuse beaucoup, on peut faire la fête avec eux énormément, mais ça ne crée pas grand chose. Il y a un truc je crois qu'ils s'en foutent un peu. Mais alors, je veux pas faire d'essentialisme, c'est ça. J'aime pas faire des généralités et dire un peuple est comme ça et un peuple est autrement. en fait, il Mais c'est vrai suffit que de dans tomber mes sur la expériences- mauvaise personne à ce moment-là, et puis après, bah, voilà, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais ça a pas été qu'une personne. C'est-à-dire Ouais. tu sentais qu'il y avait vraiment un. Voilà, ils sont vraiment très accueillants, très chaleureux, très polis, très gentils, mais après ils disparaissent quoi. Ouais, en fait, ils sont juste Et- là si t'as besoin d'un petit conseil ou autre, mais ils vont pas chercher eux à aller vers toi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, un petit peu. À quelques exceptions près. Et encore une fois, les exceptions étant parce que j'étais recommandé amicalement par un ami commun. Donc là, ils avaient à cœur d'être sûr que j'étais bien intégré, que je m'ennuyais pas, etc. Mais je pense que c'était encore une question de devoir pour eux. Mais c'est vrai que les gens avec qui je me suis beaucoup amusé, que j'avais envie de revoir, c'était pas si simple. Donc en fait, nous, on n'a pas non plus cette culture-là de vouloir insister, de vouloir tirer un peu sur la manche. Donc en fait, bah, t'acceptes l'idée que bon, bah, c'est très éphémère, c'est très fugace, que c'est le temps d'une soirée, de quelques soirées, une semaine. Donc c'était pas. Donc fort de ça, pour répondre à ta question, j'ai plus parlé coréen dans ma chambre à Paris, Ouais. dans mon appart à Paris pour me préparer. Et en fait, sur place, évidemment aux commerçants, aux gens que je croisais dans la vie, je m'exprimais qu'en coréen parce que j'avais vraiment à cœur de le faire. Je n'ai pas appris une langue pour rien. Mais en fait, à part commander au restaurant, demander un sac plastique au convenience store ou autre, bah je ne parlais jamais en coréen. Donc en fait, mon apprentissage s'est comme ça réduit à peau de chagrin très vite. Ouais. Et ensuite, en rentrant, j'ai quand même continué j'ai voulu continuer parce que je me suis dit, j'ai pas, voilà. Je me sentais engagé dans l'apprentissage en me disant, bon, attends, j'ai pas appris voilà. J'avais appris vraiment j'avais vraiment, enfin, je crois que j'avais le niveau d'un lycéen en coréen, donc en termes de conjugaison de Ah, grammaire, j'étais ouais. plutôt bon. Et puis j'avais appris vraiment des listes et des listes de vocabulaire, mais des listes vraiment parfois ridicules où je m'étais j'y ai repensé il y a pas longtemps, je me suis dit, j'ai appris la liste des assurances et de l'économie. Je me suis dit, mais à aucun moment, sur place, j'aurais parlé je sais pas, de cartes, de plans bancaires, de PEL, de Ah machin. ouais. Et parce que j'avais à cœur, en fait, d'avoir le plus de mots possible. Et en fait, c'est pas parce que, mais ça c'est le principe pour n'importe quelle langue, tant que tu la pratiques pas, tant que tu l'écoutes pas vraiment, que tu l'entends pas, et elle est pas immergée, enfin t'es pas immergé dans cette langue, en fait t'es pas capable de reconnaître, de distinguer les mots qu'ils utilisent, enfin c'est un truc Donc pendant longtemps j'ai continué à vouloir le faire, j'ai regardé beaucoup de séries, de films coréens et même même des séries américaines ou des films américains, mais toujours avec les sous-titres en coréen Ah. pour voir un peu les transpositions et être voilà et pas perdre la main. Mais là j'ai un peu abandonné, je veux dire. Et du coup, tu t'as dit que t'as mis à peu près 3-4 ans, c'est ça? À bien apprendre, en plus tous les jours? Bah tous les jours, ouais, j'ai appris pendant 3 ans, disons 3 ans et demi. Et en moyenne, on me dit qu'il faut pour être fluent en coréen, qu'il faut 3 ans. Mais en fait, je pense il faut effectivement 3 ans, mais Aller être sur en le terrain, Corée. Parce ouais. que- Ouais. Bah ouais, ou en tout cas, ou avoir une asso, une école, avoir des correspondance amis qui au- parlent coréen Ouais. ou correspondant. Parce que seul, en fait, ça suffit pas. Je l'ai bien senti. Et puis de toute façon, comme je l'ai pas pratiqué en Corée, je ne saurais jamais si j'aurais pu un peu développer mon. Après, ils étaient toujours très très contents, hein, les commerçants que j'ai rencontrés. À chaque fois, ils étaient très étonnés en fait de me voir parler en coréen, Hmm. et de commander des plats, de demander ce que c'était, et voilà, d'expliquer des choses. Donc ils étaient toujours très très dans le compliment. On entend toujours en disant oh là là, tu parles bien, vous parlez très bien. Donc c'était toujours très voilà. Mais c'était voilà, je pense que j'aurais pu en 2 mois apprendre uniquement ces petites phrases en fait qui nous servent tout quand on commence une langue et pas aller plus loin. Et du coup, quand t'as commencé à l'apprendre, t'avais déjà l'idée du roman en tête ou c'était... Oui, bien sûr. Oui, ok. Je l'ai fait dans l'idée du roman. Ouais, Ok. ouais. En fait, ce qui me dérangeait, c'est que j'avais vraiment envie j'avais pas envie d'être l'occidental qui vient avec ses préjugés, ses a priori sur une industrie, sur une manière de vivre. Et je trouvais que c'était important D'être imprégné qu'on de la a- culture. Bah, ouais, je trouvais que c'était une manière pour moi c'est le principe du romancier, de me mettre un peu à leur place, sans cliché, sans fétichiser une culture comme ça qui est loin de la nôtre. Et je trouvais que voilà, apprendre la langue, c'était une manière comme ça de comprendre un peu un fonctionnement, une pensée, un mode de pensée, un truc.
Euh, et puis et sur place de montrer que quand même, voilà, je suis pas juste un petit scribouillard qui a envie d'avoir deux trois informations un peu sensationnelles sur une culture et de vite s'en aller. Moi, j'avais à cœur de vraiment de m'intégrer et de comprendre en fait qui ils étaient, quoi. Vraiment. D'accord. Et donc, si, d'après ce que j'ai compris, t'as mis à peu près, vu que c'est depuis le documentaire de Blackpink, donc t'as mis à peu près 3 ans et demi, 4 ans à écrire le livre, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, Ouais, maintenant... long travail, long ouvrage. Du coup, maintenant, on va parler plus généralement de K-pop. Ok. Donc, quand et comment as-tu découvert la K-pop? Comme tu m'as dit, c'était sans savoir au c'était début. Ouais. Ouais, sans savoir exactement, en écoutant des musiques comme ça de façon un peu éparse, sans identifier en fait un peu l'origine de la musique. Et puis ça a été vraiment, donc je vais me faire juger, mais ça a été vraiment que par Blackpink. Moi, ça a été un peu ma porte d'entrée. Mais je crois que c'est le cas de pas mal de gens qui écoutent aujourd'hui de la K-pop. Je sais qu'il y a un peu il y a comme deux générations un peu. Euh, mais Blackpink étant un groupe tellement aujourd'hui Internationalisé, on va dire. ah Et, ouais, à mort. ouais. C'est-à-dire que presque t'as l'impression qu'elles font plus de la pop américaine qu'autre chose. Moi, ça a été vraiment une porte d'entrée, comme pas mal de gens, et c'est après, euh, parce que de toute façon, je savais qu'il y avait ce roman à faire, qu'il fallait aussi que je m'intéresse à d'autres, voilà, à d'autres musiques, à d'autres, Artiste. ouais, à d'autres artistes, à d'autres tonalités. Mais pour moi, ça a été et ça n'a pas été uniquement un, comment dire, ça a été pour moi un chamboulement. Hein. C'est bizarre, mais ça m'est rarement, je pense, jamais arrivé. Mais quand j'ai découvert Blackpink, ça a été une obsession pour moi pendant des années. Je savais que c'était une obsession que j'alimentais aussi parce que je savais que j'écrivais un livre dessus, mais T'as- je n'écoutais. Quand on regarde, vous savez, les classements à la fin de l'année de Spotify ou de Deezer, Oui. qui expliquent Ah une fois oui, le récap de l'année, ouais. les récaps de l'année, je faisais partie des 0,1% de la population qui écoutait autant Blackpink Ah enfin, ouais. ça faisait rien. Ah ouais, Parce ah que vraiment, ouais. j'ai écouté que ça, mais vraiment non-stop pendant des années. Pour me nourrir de quelque chose aussi, et parce que vraiment, je la trouve merveilleuse. Je l'adore. Voilà. Et du coup, t'as découvert Blackpink avant le reportage ou grâce Non, au non, reportage? c'est le documentaire qui m'a fait. En fait, je me promenais dans Paris et j'avais vu une grande affiche qui était, je me souviens, qui était au-dessus du Grand Rex, sur les grands boulevards. Une affiche en fait qui promouvait le documentaire et j'aimais bien cette, enfin, je la trouvais belle. Je trouve qu'esthétiquement elle était jolie cette affiche. Et donc je me suis dit tiens, donc je me souviens qu'il avait écrit Blackpink comme d'habitude en rose avec ses formes un peu carrées. Une amie qui avait les cheveux bleus dans cette affiche, c'est étonnant parce qu'elles ont rarement les cheveux Bah, ça doit être Lisa, bleu, non? vert. C'était Lisa, ouais, c'était Lisa. Je sais pas, ça m'a un peu frappé. Je me suis dit tiens, je sais pas qui sont ces filles, je sais pas mais en tout cas quelque chose m'appelle. Voilà, c'est ça le nom du documentaire, Light Up the Sky. Et je l'ai regardé quelques jours plus tard et ça a été, je sais pas pourquoi, ça a été une évidence pour moi. À la fois, elles m'ont touché énorme, elles m'ont beaucoup touché humainement. Je trouve les quatre filles super, très différentes en plus les unes des autres. Donc je comprends pourquoi il y en a certains qui ont préféré une, etc. Enfin, c'est le principe de la K-pop, mais et puis surtout, je trouvais que ce qui m'a touché d'autant plus dans leur discours, c'était leur humilité, évidemment. Et tout ce qu'elles ne disaient pas et qu'on ressentait en fait entre les mots, quoi, tout ce travail qu'elles ont dû fournir, et puis surtout pour Lisa, le déracinement qu'elle a dû vivre, le manque, l'absence d'un pays, d'une culture, de son, voilà, de sa famille, et qui je pense était plus fort que pour les autres. Et à partir de là, ça a été dès le lendemain matin, j'ai écrit à mon éditeur, j'ai dit je sais quel va être mon prochain roman, ce sera sur elle et sur, ça a été une évidence pour moi. C'était assez puissant, assez magique. Ah ouais, c'était vraiment un coup de foudre entre guillemets. Ouais, honnêtement, ouais, c'était un coup de foudre, ouais, complètement. C'est Ouais. bizarre, hein, mais ouais. Ok. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es replongé dans la K-pop. Enfin, replongé, À partir de ce plongé. moment-là, que j'ai plongé tête la première dans la K-pop, ouais. D'accord. Justement, du coup, aujourd'hui, quels sont les artistes que tu apprécies le plus dans l'industrie? Hormis Blackpink, du coup. Est-ce que Blackpink a toujours la première place dans ton cœur?
Ah oui, 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 elles sont indétrônables pour moi, vraiment. D'accord. Et puis même en termes je pense, de musique, vraiment, je trouve que c'est les plus efficaces, les plus puissantes, les plus. Peut-être que on va Après, me chacun ses critiquer en goûts. commentaire, mais je vois Chacun pas ses trop goûts. les commentaires, ça doute, c'est un peu en décalage, donc tant mieux. Mais non, non, mais non, j'écoute. Sur place, j'ai découvert beaucoup de musique parce que c'est vrai que tous les cafés, tous les restaurants passent de la K-pop en permanence. Bon, j'ai écouté quelques autres groupes avant d'aller en Corée, mais j'aime beaucoup aussi AF que j'ai vu en concert au mois de juin et où je t'ai croisé d'ailleurs. Oui. Euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Seraphim, j'aime beaucoup J-Idol, j'aime beaucoup les groupes féminins. Je trouve qu'elles ont quelque chose. Je sais pas si. J'ai l'impression que les groupes féminins aujourd'hui marchent un peu plus que les groupes masculins. Peut-être que je me trompe. Alors, il fonctionne mieux en termes de Hein? stream et autres. En termes de Ah, vente, c'est ça, hein. en vente Non, pure, pas en termes de moins. vente. Ok. Mais D'accord. sinon, en termes de. Dans les charts, si ça fonctionne plus. Beaucoup Ouais, c'est plus. ça. Ouais. C'est bien c'est bien ce que je me disais. Mais donc voilà, j'écoute un peu de tout. J'écoute aussi des vieux sons comme le groupe Kara. Je sais pas si. D'accord. Oui, Voilà, on j'aime bien. connaît. Ok. Oui, j'imagine que vous connaissez mieux que moi en fait. Non. Non, mais c'est très. Mais Hive, vraiment, ça a été c'est presque un peu mon. Ton deuxième Blackpink. Ah ouais, ouais, je les aime vraiment. Je les aime vraiment. Même si je me demande si certaines ne sont pas un peu méchantes les unes avec les autres. Je sais pas, quand je regarde des interviews, Ah. je les trouve pas très bienveillantes les unes avec les autres. Je sais pas si d'autres personnes ressentent ça. J'ai pas trop mené mes recherches là-dessus. Mais je les sens un peu, même en concert, je les ai trouvés un peu pas très. J'aime bien Easy aussi d'ailleurs, j'y pense. Mais je les trouvais pas très, je sais pas, très doux. Ok. Bon, après, je t'avoue que moi, je regarde pas trop les interviews d'Ive Ouais. et donc je pourrais pas t'éclairer sur ce sujet. Je sais pas si dans le chat il y en a qui qui pensent pareil que Julien. Sinon, en ce moment, c'est quoi les chansons que tu écoutes le plus de K-pop? De toute façon, tu m'as dit que t'écoutais plus que ça, donc. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup? J'ai beaucoup écouté là, j'écoute la dernière chanson de J-Idol, mais que je trouve pas. Enfin, tu sais, qui est pas mal. Mais Klaxon? le dernier. Ouais, mais le dernier EP, le dernier mini-album, j'avais beaucoup aimé. Avec Super Lady, etc. Ouais. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup? J'écoute beaucoup Baby Monster, même si je suis pas certain Je les aime vraiment beaucoup aussi, parce que j'avais regardé les phases qui étaient d'ailleurs terribles, j'en parle aussi dans le spectacle, les phases pseudo d'élimination sur YouTube tous les dimanches l'année dernière là. Je me dis mais c'est terrible de faire ça à des jeunes filles qui ont un rêve et qui deviennent presque à l'appât d'un spectacle en ligne, je trouve ça fou. Et c'est vrai que parce que je les avais un peu suivis, je m'étais un peu attaché. En fait, c'est le principe de la K-pop, c'est très malin Ouais. de sortir un groupe, de leur faire faire des émissions de télé, des programmes de télé-réalité, parce que du coup, forcément, on s'identifie à elles, enfin on s'identifie, moi non pas vraiment, mais en tout cas on se sent proche d'elles, on a envie de les aimer, il y a un truc un peu de proximité qui est très fort, et c'est vrai que je l'avais ressenti très, très vite avec Baby Monster, donc j'écoute pas mal Baby Monster. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Il y a une chanson que j'adore, mais alors, comment Quel groupe? ça. Je vais poser la question, peut-être qu'on me dira, mais je crois que en fait, j'ai peur de dire une bêtise, mais j'écoute beaucoup une chanson qui s'appelle Macaroni and Cheese. Macaroni and Cheese. Macaroni and Cheese. Ouais, Tu parles de ceci. Young Pussy. Ah, il y a une pause, c'est ça. Oui, mais j'étais pas sûr que c'était bien gros. Là, par contre, voilà, j'adore, je trouve qu'il y a un truc hyper, je sais pas, hyper, je sais pas, hyper prenant, hyper fort. Je ne sais pas si tu montres des choses à l'écran, parce que en fait, Oui, j'ai montré. En fait, j'avais l'album. Ah. J'avais montré l'album. Ah, ok, d'accord, ok. Je suis un grand fan de Young Pussy, donc. C'est vrai, non, ouais, je sais pas. Mais je crois qu'elle revient, non? T'as pas fait une news Oui, là-dessus il y a pas longtemps? elles reviennent. J'ai plus la date exacte. Je crois que c'est le 23 août, D'accord. il me Ok. semble. Ok. Et sinon, c'est vrai, qu'est-ce que j'écoute d'autre Pas d'artiste masculin? J'écoute Lisa évidemment en boucle là, depuis. Si, j'aime beaucoup quand même. Ah, mais je sais pas si je le prononce bien. Parce que j'ai. Il fait partie d'un groupe? Jamais le nom de groupe. Non, Un groupe? Un iPad? Un iPad? Ouais, Ouais. j'aime bien. Ok. Je trouve qu'il y a un truc un peu pareil, un peu
un peu fort chez eux. Mais si, j'écoute parfois quelques groupes masculins. J'écoute aussi Stray Kids, pas mal aussi. Mais j'y reviens peut-être un peu moins automatiquement. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et du coup aussi, j'y pense, pour toi, ça a dû être un choc quand t'as vu les vues sur les MV de Blackpink. Tu t'es dit, waouh, ah oui, quand même. Là, c'est là où j'ai pris un peu la mesure Et d'ailleurs, j'ai l'impression de passer mon temps à expliquer ça même à des journalistes quand on m'interroge sur le spectacle, sur le livre, ou à des lecteurs que je rencontre dans des salons du livre, dans des dédicaces en librairie. En fait, je crois qu'ils prennent pas la mesure de à quel point c'est aujourd'hui un genre dominant, prédominant. Et donc on est obligé en fait de devoir sortir un peu des stats, et c'est dommage d'ailleurs parce qu'en fait on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit de regarder, parce que, comme tu dis, les milliards de vues de Blackpink sur YouTube. J'avais été interviewé par une journaliste qui avait fait un portrait de Jisoo l'année dernière pour Vogue. Et elle m'avait expliqué que, parce qu'elle savait que j'écrivais sur Blackpink, et elle m'avait expliqué que le tourneur français de Blackpink, non, je crois que c'était même le PDG du label, enfin, en tout cas de la variante française, elle avait expliqué que c'était le plus grand groupe de l'histoire de la musique, mais que personne ne le savait, en fait, à part les initiés, quoi. Et qu'il y a un truc en termes de records et de superlatifs qui sont, elles ont quand même été un peu, enfin, elles ont été reçues par le roi Charles à Buckingham Palace, enfin, il y a quand même des trucs un peu. Oui, en plus d'être des artistes, c'est aussi des personnes influentes, par exemple dans la mode et un peu aussi politiquement, exemple, comme BTS aussi politiquement aujourd'hui. Exactement, ouais, exactement. Elles sont évidemment aujourd'hui et c'est presque un peu, enfin c'est à prendre. Il faut faire attention avec ça parce que c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui les plus influentes en termes de revenus publicitaires. Enfin, dès qu'elles portent un truc, c'est sold out en 2 secondes. Elles apparaissent à Cannes qui est quand même un festival de cinéma, donc voilà. Et pour autant, 80% des tweets ne va être que sur Rosé qui défile. Mais c'est quand même fou. Pareil quand elles vont à Coachella. Enfin, c'est un truc c'est absolument dément de voir à quel point elles fédèrent et qu'elles viennent comme ça un peu, je sais pas, stimuler toute une communauté en ligne. Ouais, en fait, c'est surtout qu'en fait, je pense, après, c'est sûr, il y a d'autres domaines qu'on connaît pas trop, mais de ce que je vois, je pense que les fans de K-pop, c'est vraiment, je pense, là où l'une des communautés les plus engagées par rapport à leurs artistes. Absolument. C'est ça j'en parle aussi dans le livre. C'est un truc assez fort. C'est des grands collectionneurs, ils connaissent tout de leur artiste, ils sont capables de raconter leur enfance, comme leur goût, comme ce qu'ils préfèrent, etc. Enfin, c'est assez fou. Et aussi, ce qui me... Parce que du coup, quand j'en parle, souvent les gens ont quand même une image assez cliché du fan de toute façon en général. Donc, quand on est fan de quelqu'un, l'idée du fanatique, évidemment, c'est toujours un peu négatif. Alors que je trouve que les fans de K-pop ont un truc très éthique, au contraire, à l'égard de leur idol. Alors, il y a même un nom de fan un peu prêt à tout, comment on les appelle déjà ? Les sasaeng, exactement. Mais sinon, je trouve que les communautés sont assez, entre elles, c'est bof, mais je trouve qu'elles sont très respectueuses en fait de la vie privée de leur idol, ce qui est un truc qui n'est pas le cas en fait de moi quand j'étais fan dans les années 90 de certains artistes, de certains groupes où il y avait un truc presque de hystérie, je trouve qu'aujourd'hui il y a un truc un peu plus, plus respectueux, plus louable. Et même aussi, c'est aussi des communautés qui respectent, mais aussi très engagées. Comme tu sais, des fois il y a des campagnes de dons ou autres aussi. Exactement. Il y a vraiment aussi ça. Là, pour la Croix-Rouge, là, c'est ça. Oui, Yuja Idol. Ouais. Bon, après c'est aussi pour faire taire un peu le scandale, etc. Mais oui, bien sûr, oui, elles sont, même BTS, enfin oui, même Blackpink pour l'écologie, oui. Mais je pense qu'ils sont aussi tenus de le faire. Enfin, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es un porte-parole aussi important, tu peux pas en fait uniquement faire ton truc dans ton coin et pas, pas porter des causes et pas. Donc c'est quand même important que. C'est bien qu'elle le fasse, oui, qu'il le fasse, c'est sûr. Et donc, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Donc, je voulais te poser la question si tu avais déjà été à des concerts de K-pop. T'as fait quoi comme concert de K-pop? Tu en as fait qu'en France ou tu en as fait aussi en Corée? En Corée, j'ai fait pas mal je suis beaucoup sorti. J'ai fait pas mal c'est plus des performances des festivals, des festivals à Busan, universitaires ou autres, non? C'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc à voir en fait
pelleté de différents groupes, par exemple. Et en France, non, j'ai vu que, mais j'aimerais beaucoup voir Espa, par exemple, sur scène, ou le Séraphine, qui je trouve sont de grandes performeuses, elles sont de grandes danseuses. Et j'ai vu uniquement Blackpink, ouais, bah, du coup à Bercy, au Stade de France, et Hive, là, il y a quelques temps, quelques semaines. Mais c'est un sacré budget d'aller voir un groupe de K-pop. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Du coup, avant la K-pop, je suppose que tu as déjà été à des concerts. Ah oui, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans les concerts de K-pop de différent par rapport à d'autres industries? Alors, à l'origine, moi j'écoute de la musique un peu rock, pop, indépendante, des choses comme ça un peu. Donc c'est souvent dans des petites salles, donc avec une énergie qui est assez modeste, quoi. Mais j'ai aussi fait par exemple Beyoncé au Stade de France ou j'ai même vu Britney Spears quand j'étais plus jeune à Bercy. Donc j'aime bien l'idée de la pop star sur scène parce qu'il y a c'est un peu un show à l'américaine. Quoi. Il y a un Puis truc on sent une aura, une puissance dans l'air aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc un peu mystique. fort. Bah, exactement. Mais que j'ai pu aussi ressentir dans des groupes un peu plus indépendants comme Bad for Lashes ou d'autres groupes un peu plus comme ça, voilà, niche. Mais c'est vrai qu'avec Blackpink, j'ai retrouvé un peu cette puissance-là, un peu de la superstar. Voilà, j'ai vu Taylor Swift il y a quelques temps, là, quand elle est venue à Paris. Et il y a un truc comme ça que je trouve très ressemblant ouais, d'un truc comme ça très féroce, très on en prend plein les yeux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que j'ai vu à Séoul ou même ce que j'ai vu avec Hive là à Bercy, c'est le concert de Hive m'a assez surpris dans le fait que elles sont. Je sais pas si c'est normal et peut-être que tu vas me dire ou que les internautes vont me répondre, mais elles avaient un souci à chaque fois qu'elles faisaient deux chansons, elles s'arrêtaient et elles expliquaient voilà, donc là on vient de faire telle chanson et telle chanson, j'espère que les dives ça vous a plu, maintenant il y en a 3 qui vont partir en coulisses se changer, il y en a 3 qui vont rester. Elles avaient l'impression qu'elles expliquaient le déroulé du concert. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, c'est parce que déjà, de 1, c'est très énergivore de performer de la K-pop parce qu'il faut chanter et en même temps danser. Ouais. Il y a ça. Après, il faut aussi, des fois, il y a du playback. Donc, des fois, il y en a qui enchaînent plus que d'autres en groupe, par exemple. Mais déjà, rien qu'une choré. Et après, il y a plusieurs types de choré, mais souvent, les chorés, c'est très énergivore, comme j'ai expliqué. Et il y a aussi le fait de être toujours en contact avec le public et faire en sorte que comme tu l'as expliqué aussi dans ton livre, de faire en sorte que le fan se sente toujours concerné par l'artiste, comme si il pouvait lui parler à tout moment. Tu vois, elle est en train de me parler, tous les 10 minutes, elle me parle. Ouais. Et c'est ce côté aussi de l'industrie où le fan il se sent toujours concerné et pas mis de côté. Par exemple, un groupe, parce que il peut avoir, moi aussi j'étais à d'autres concerts avant de voir des concerts de K-pop où des fois t'as l'artiste, hop, il parle au début, tac, ensuite t'as une petite entracte au milieu. Ouais. Et à la fin, hop, en fait, il y en a pour certains, après il y en a ils s'en fichent, mais il y en a ils vont dire, ouais, en fait, il a performé, mais il n'y a pas eu d'interaction avec le public, on n'aurait pas été là, ça aurait été pareil, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Et puis de ces stars américaines qui partent toujours au même moment du concert, peu importe les dates. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc un peu. Et puis je crois que c'est aussi un truc assez coréen, c'est-à-dire le souci d'être validé, comment dire, de faire les choses bien, le fait d'être apprécié par ceux qui les regardent, qui les écoutent. Il y a un truc très que j'ai pas vu ailleurs. Donc ça m'a assez surpris. Mais après, il y a aussi un concert, c'est un peu des fois comme un fan meeting. Tu vois, je sais pas si tu as assisté à des fan meetings en Corée. Non. Mais je sais qu'il y a quelques groupes des fois qui font des fan meeting concerts entre guillemets, comme par exemple Wavy, la sub-bénite de NCT qui avait fait ça, je sais, à Paris. Il y a aussi tu vois, il y a des concerts. Des mélanges de fan meeting concert, c'est vraiment une industrie à part et je sais pas s'il y a dans d'autres industries il y a des fan concerts comme ça, des fan meetings. Ouais, donc, je suis pas certain. Je suis pas, en tout cas avec cette énergie là.
Mais c'est intéressant. Et du coup, c'est intéressant de se dire qu'on va avoir un concert qui est en fait ancré dans une manière de faire, une culture qui n'est pas qui n'est pas la même que d'autres que d'autres divertissements, que d'autres spectacles, que d'autres performances. Donc je serais très curieux de voir d'autres groupes sur scène bientôt pour voir effectivement quelle énergie elle donne, etc. Ok. Avant de passer au mini-jeu, est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que tu as un nouveau projet déjà en cours ou pour l'instant tu prends un peu de repos? Non, j'ai pas mal de projets en cours. J'ai un texte j'écris aussi pour la young adult. J'écris pour les adultes et pour les ados. D'accord. J'ai un texte qui sort la fin août qui s'appelle 2 mois chez Andrea sur un été amoureux d'un garçon qui part chez son nom qu'il connaît à peine. Et là, j'écris un autre livre inspiré d'une histoire vraie encore, l'histoire d'un fait divers d'une jeune américaine qui, en fait, pour gagner en popularité dans son lycée, a poussé au suicide un garçon qui était fou amoureux d'elle. Et donc, donc je raconte cette histoire, et en essayant de comprendre la monstruosité un peu de cette jeune fille, de pourquoi, en fait, elle a été poussée par ça. Et en fait, elle est un peu la même chose que le spectacle, c'est la responsabilité numérique et le fait de se sentir un peu isolé, de devoir vouloir un peu exister, et donc voilà. Donc j'écris sur ça en ce moment. Ok. Et Alors pour le jeu, dis-moi, parce que si on est en décalage, moi je pourrais pas voir. Non, t'inquiète, non, okay. T'inquiète, tout est prévu. C'est que vocalement. C'est qu'en vocal, okay. T'inquiète pas. Pour ceux qui voudraient, pour les lecteurs dans le chat, si tu peux nous parler un petit peu de tes précédents livres, peut-être que ça pourrait intéresser certains. Pour leur lecture au bord de la plage en août. Ouais, alors je suis très très mauvais moi pour pitcher mes bouquins, mais qu'est-ce que je peux... J'ai écrit vraiment beaucoup de livres, hein. Je peux que... sinon 2-3 qui tiennent plus à cœur. J'ai pas d'écrire les 18. Mais non, il y a un livre que j'aime beaucoup qui va être adapté en BD l'année prochaine, qui s'appelle Joli Joli Monstre, où c'est un livre où, pareil, c'est une enquête. Tout est vrai, on voit d'ailleurs le vrai visage des personnages à la fin de mon livre. J'ai écrit un livre sur la culture drag queen à New York dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joli Joli Mou. Et sinon, qu'est-ce que je peux raconter? Mon dernier avant-spectacle qui s'appelle Les Bienheureux et qui est aussi une histoire vraie, où j'ai rencontré pendant pareil 2-3 ans des familles. Et là, c'est Les Bienheureux qui est aussi en cours d'adaptation pour un documentaire sur Canal+. C'est l'histoire vraie d'enfants, de 8 enfants environ, j'en ai choisi 8, atteints d'une maladie rare, une maladie orpheline. Et donc j'avais envie d'écrire un livre sur le handicap et sur comment on se construit en tant qu'enfant quand on est différent. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses un jour refaire un livre sur l'industrie K-pop ou de la Corée en général? Ouais, je pense parce que j'ai été tellement... Normalement, l'idée c'est toujours quand on... C'est toujours un peu compliqué, c'est intéressant d'en parler, mais quand on parle d'un livre, en fait, c'est difficile pour nous, auteurs, d'en parler parce que le livre, on dit qu'il est un peu mort parce qu'il est sorti, et donc une fois qu'il est sorti, on n'est plus en train de l'écrire depuis longtemps. Le spectacle, moi, je l'ai fini il y a quasiment 1 an et demi. Et donc c'est toujours compliqué parce qu'il y a un peu comme notre décalage en ce moment, il y a ce décalage entre le temps de l'écriture où là, on ne pense qu'à ça, on est obsédé par notre histoire, il n'y a que ça qui compte. Chaque pensée est reliée au livre. Et ensuite, le temps de la sortie où en fait le livre appartient maintenant aux gens. Et c'est à nous un peu de refouiller dans notre passé, dans nos envies un peu passées pour expliquer un peu une chose. Pourquoi je te raconte tout ça? J'ai l'impression d'avoir perdu le fil de ta question. Pourquoi je te dis ça? J'ai oublié ma question en plus. mais bref, donc voilà. Oui, ma question c'est est-ce que tu allais réécrire sur la Corée ou la K-pop? Ah oui, pardon, c'est ça. Et donc normalement, on passe un peu à autre chose. C'est-à-dire que chaque livre, une fois que le livre est sorti, presque il y a presque une overdose faite de... par exemple, quand j'ai écrit mon livre sur la drag queen, j'ai fait beaucoup de shows dans des grandes capitales en Europe, aux États-Unis, de drag parce que j'avais envie de la rencontrer, parce que j'avais envie de voir comment... Pareil, c'est une industrie que je connaissais pas beaucoup, c'est même pas une industrie d'ailleurs, hein, c'est une culture underground. Et une fois que mon livre est sorti, j'en ai fait une overdose et je suis passé à autre chose. En revanche, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'habite encore parce que c'est vrai que j'ai appris une langue, j'ai vécu là-bas. Et maintenant, j'aime la Corée, je pense que j'aimerais la Corée toute ma vie. J'aime leur culture, j'aime leur manière d'être, j'aime leur nourriture, j'aime leur cinéma, j'aime leur musique. Et on m'a pas mal
pas mal demandé déjà d'écrire un livre, comme j'écris aussi pour les ados, en young adults, c'est souvent des thématiques qui marchent bien, les thématiques de l'idol, etc. Donc on m'a déjà fait des propositions en ce sens-là, mais surtout, et là je croise les doigts parce que j'ai plusieurs producteurs qui m'ont contacté après la sortie de mon livre, plusieurs producteurs qui veulent faire une série télé autour de la K-pop. Oh. C'est vraiment presque une envie depuis longtemps de pas mal de producteurs français, et pas que français. Et j'ai aussi une grosse chaîne télé qui est intéressée pour faire un documentaire. Donc là, à voir, du coup, Oui. donc là, j'ai développé un peu une bible série autour de la K-pop, qui n'a rien à voir avec spectacle et avec Lisa, avec Blackpink, mais qui serait inspiré voilà, de cette industrie-là. Et le documentaire, en revanche, serait peut-être un peu plus proche de mon livre, et voilà. Et là, ce serait du coup l'idée d'y retourner. Il y a pas mal déjà de documentaires, je pense que vous les avez déjà vus, qui sont sortis récemment sur la K-pop, mais c'est toujours un peu, je trouve, un peu à la surface. Parce que vraiment, ça rentre vraiment jamais dans le détail. Et puis ils assertent toujours quelques petits préjugés, sans jamais vraiment être vraiment objectif. Exactement, et puis ils font un amalgame très vite après ils parlent 10 minutes de la K-pop, après ils vont parler des masques de la K-beauty, après de la technologie, c'est des choses très différentes. Ouais. Et donc un documentaire vraiment où je serai co-auteur, parce que l'idée c'était s'il achète mon livre pour qu'il y ait un documentaire, que j'ai un droit de regard, c'est l'idée de justement de pas faire un truc justement avec des clichés, avec des a priori un peu occidentaux, un peu méprisants. Et ça, ce mépris, je le ressens vraiment beaucoup depuis que mon livre est sorti, notamment de la part de journalistes. Il y a un mépris un peu à la fois les journalistes littéraires. Donc, j'ai eu pas mal de beaux papiers déjà, j'ai eu Le Monde, j'ai eu le Figaro, j'ai eu Slate, j'ai eu des trucs un peu pas mal. Mais les journalistes littéraires, souvent, comme mon attaché de presse parle de mon livre à ces journalistes qui m'ont déjà chroniqué pour d'autres livres, la première phrase qu'ils disent toujours, c'est quoi un livre sur la K-pop et pourquoi que c'est super. Donc il y a un truc très méprisant qui m'agace énormément. Mais c'est parce qu'encore une fois, le mépris indique uniquement en fait l'ignorance. Il voit pas à quel point en fait c'est un sujet qui est porteur et qui est passionnant. Et les journalistes culture, où là c'est plus large, c'est pas vraiment que de la littérature, mais en fait voilà. Et là il y a un autre mépris qui est aussi intéressant, c'est ils adorent le sujet, mais comme ils l'ont déjà fait en 2021, ils ont l'impression que c'est déjà fait. Donc il y a un truc un peu, je le ressens comme ça, on va pas parler du livre parce qu'on a déjà eu un reportage fait il y a 3 ans. Il y a un côté un peu, on a déjà fait cette carte postale un peu exotique sur ces gens un peu comme ça, loin, un peu bizarre, un peu machin, donc c'est bon, on est tranquille. Oui, ils pensent que c'est une secte, puis ça s'actualise pas, c'est toujours pareil. Exactement, c'est pas en mouvement. C'est toujours pareil, et qu'il n'y a pas grand chose à en dire en fait, à part juste regarder les faits à leur bidarie, alors qu'en fait c'est tout un monde, enfin c'est toute une histoire, c'est toute une culture, et que c'est passionnant, mais donc c'est assez triste, mais ce mépris, voilà, je le ressens assez. Après, je pense que dans un format autre que livre, parce que le livre c'est un objet un peu élitiste, moi je le vois beaucoup même quand je parle à des lecteurs dans des salons de livres, quand ils voient l'histoire de mon livre, ils me disent les K-pop, moi j'y connais rien, ça m'intéresse pas beaucoup. En revanche, quand ils comprennent que c'est une enquête sur un milieu, que j'y suis allé, que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé, que je raconte des choses assez folles sur les conditions de la vie de cette trainees, notamment du poids qu'elle doit avoir, de la pesée, de la nourriture qu'elles doivent manger. Là, ça les intéresse parce que ça devient un peu un documentaire. Donc là, j'ai hâte comme mon livre sortira en poche l'année prochaine normalement, de le marketer autrement, d'expliquer que c'est pas. En fait, je pense que ça fait peur aux gens quand ils se disent tiens, c'est un roman sur la K-pop. Parce qu'il se dit, moi qui ne connais pas grand chose à ce monde-là, je vais pas le lire parce que ça me parlera pas. En revanche, quand on te présente comme une enquête ou un documentaire qui explique, qui vient un peu comme ça nous expliquer un peu les arcanes de ce milieu-là, là c'est un peu plus intéressant. On va dire ça donne un côté, je pense, un peu plus accessible parce que les gens vont se dire c'est quelque chose pour les curieux, alors que quand c'est quelque chose qui est pas un documentaire mais qui est plus comme tu l'expliquais avant, c'est plus pour les entre guillemets les adeptes, les habitudes de l'industrie. Exactement, ouais. Et je pense que quand même, l'objet du livre est peut-être pas le plus approprié et que un documentaire avec de l'image, parce que la K-pop c'est quand même très visuel, ou même série ou documentaire, je veux dire docu de plateforme, je pense que ça marcherait plus parce que, je sais pas, peut-être que ça me paraît plus approprié, plus cinétique, plus visuel. Mais c'est vrai que le livre, je suis pas sûr que ça soit le bon objet. Après, je pense que oui, un docu c'est plus accessible parce que par exemple, tu vas dans une librairie, tu tombes sur le livre,
Ouais. tu vas lire, tu vas lire le résumé, le synopsis, mais bon, voilà, tu vas te dire, bon, je vais pas mettre, par exemple, 15 euros, 20 euros pour si ça m'intéresse pas Ouais. finalement, alors qu'une plateforme, t'as déjà payé ton abonnement, et tu dis, bon, je lance, puis au pire, si ça te plaît pas, j'arrête. Tu vois, Ouais. il y a ça aussi. Ouais. Et Ouais, il y a complètement. le fait de aussi, bah, tu vois, t'as un petit trailer, un trailer, c'est toujours plus. Bien sûr, c'est Voilà, plus plus accrocheur, entraînant, ouais, bien plus sûr. accrocheur, voilà. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et du coup, ouais, du coup, ça m'a donné comme Ouais. question. Je voulais savoir, ça t'intéresserait un jour de potentiellement réaliser un film ou un documentaire, comme tu dis, sur la K-pop ou l'industrie en général, la Corée. Ouais, j'aimerais bien, alors pas le réaliser parce que c'est pas mon métier, Ouais. Mais mais de le scénariser, en tout cas de l'écrire, ouais, bien sûr. On va d'écrire le docu. En tout cas, c'est l'idée là, que je suis en train de faire, de mener là, depuis que j'ai rencontré. J'ai quand même rencontré 4 producteurs. C'est assez rare en fait d'avoir tout de suite un intérêt de producteur quand un livre sort. Mon livre est sorti il y a 2 mois et demi, il y a 3 mois. Donc c'est quand même très très récent. Et j'ai déjà rencontré quand même 4 producteurs différents. Parce qu'ils savent, eux, contrairement à certains journalistes ou à certains lecteurs, qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui dit le monde en fait, qui dit le monde dans lequel on est. Pas uniquement en fait cette culture la coréenne, mais ça dit une passion, un truc un peu nouveau. Et ça, j'aimerais bien effectivement être aux manettes de ça, mais on verra. En revanche, il faut juste que je te dise, mes AirPods sont en train de me lâcher, donc je sais pas s'il va falloir que je parle sans AirPods à un moment. Donc j'espère que ok. le son ira. Ok, Voilà. pas de problème. Et du coup, question un peu piège, ça me vient à l'esprit. Si tu devais choisir un docu-film ou un ou un documentaire tout court sur Lisa ou un documentaire sur Shim-chan, tu choisirais quoi à adapter? Bon, c'est évident pour moi que c'est un documentaire sur Lisa parce qu'elle est plus, tu vois, c'est plus porteur. Même si moi je suis très attaché à Chip Chan, et c'est vrai que c'est dommage parce que souvent on parle de mon livre parce que je parle de Lisa et de la K-pop, alors que l'histoire de Chip Chan elle est fascinante aussi. Cette femme qui a vécu comme ça, enfermée, elle fait tout. On peut encore voir ses vidéos qu'elle poste régulièrement sur YouTube. Elle se met plus en live stream, mais elle met des vidéos très bizarres d'elle où elle filme des parties de son corps un peu abîmées parce qu'en fait elle dit que le policier qui l'a kidnappé lui a mis une puce dans la cheville et dans la tête pour contrôler un peu ses faits et gestes, et que cette puce là en fait lui crée des plaques, des choses, des trucs. Donc ça, je conseille pas d'aller voir les vidéos, mais cette histoire elle est aussi tout aussi fascinante. Mais pour moi c'est presque deux documentaires en fait très distincts l'un de l'autre. Moi j'essaie de les relier par les mots et par la symbolique en fait de la virtualité. Mais je pense que moi je pencherais quand même plus pour un documentaire sur le vrai monde de la K-pop et pas ce qu'on imagine de ce monde-là, quoi. D'accord. D'ailleurs, pour parler de Ship-chan, la fin de Ship-chan, j'étais vraiment waouh. Moi, les gens, ouais, parce que même toi, quand tu t'es informé, tu t'attendais pas à ça, je pense. Non, et puis après. Moi, j'en ai fait une fin, mais c'est une théorie parmi d'autres. Ah oui, c'est vrai, Ça a été ma théorie à moi, parce que je suis persuadé que quelqu'un lui a quand même fait du mal, que quelqu'un l'a quand même... Elle appelle le fameux kidnappeur, elle l'appelle P, la lettre P. Moi, je pense que P existe vraiment. Donc, ce que je dis sur l'identité de ce P qui est révélé à la fin, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Mais encore une fois, je connais pas cette femme, j'en sais rien. Mais après une longue enquête, je pense que c'est le plus plausible, en tout cas. Donc le chat, voilà, n'hésitez pas à acheter Spectacle. Hop, je remonte à l'écran parce que vraiment, vous connaissez peut-être Lisa, mais vous la connaissez peut-être pas assez. Et Ship-chan, je pense pas que vous la connaissiez, donc voilà, n'hésitez pas. Et ouais, du coup, maintenant, on va passer aux deux petits jeux, deux mini-jeux. Donc on va commencer par le Pali Pali. Bon, c'est ce que ça veut dire, hein, du coup, Pali Pali. Voilà, c'est ça. Donc tu vas avoir à peu près 1 minute. Bon, je vais pas chronométrer, mais tu vas devoir répondre le plus vite possible à l'instinct. Je vais te poser. En fait, ça va être par exemple. Je pense que je t'entends plus que d'une oreille. Tu préfères, par exemple, c'est un exemple, mais ça sera spécialisé K-pop là. Donc, tu préfères par exemple pizza ou hamburger. Tu me dis hamburger. Toi, tu dis vite. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, c'est parti. Tu préfères SM, JYP, YG ou HYBE? YG, je suis obligé, je suis désolé. Dans un groupe, Dans un groupe, tu préfères rappeur ou vocaliste? Vocaliste. IVE ou New Jeans? Les pauvres comme New Jeans. D'accord. Forcément, je dois soutenir. Le Seraphim ou J-Idol?
J-Idol. Blackpink ou Twice? Non, Blackpink. Et du coup, Young Posse ou Baby Monster? Young Posse. Troisième ou quatrième génération K-pop? Bah, quatrième, allez. Groupe féminin, groupe masculin? Bon, du coup... Bah, féminin, évidemment. Ouais. Voilà. Et bah du coup, t'as répondu assez vite, hein, voilà, c'était le dernier. Et bah du coup, ça va, t'as pas trop hésité, à part I've New Jeans, c'était... Ah ouais, tu vois, c'est un peu ton frère ou ta sœur, tu vois. Je les aime bien, les deux. Même le Seraphim, J-Idol, t'as un peu hésité, mais J-Idol est gagné. En fait, j'ai trouvé un peu plus... je les trouve moins lisses, J-Idol. Ouais, je vois. Je vois. Ouais, mais je les aime beaucoup aussi, Seraphim. Je trouve qu'elles ont un son bien à elles, il y a un truc, il y a une énergie aussi. J'aime beaucoup, j'ai plus son nom que vous l'aurez pour moi, celle qui vient des Pays-Bas, qui était danseuse classique, enfin qui avait une formation de danseuse. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment elle s'appelle. Eugene. Mais non, Kazuha. Kazuha, c'est oui, ça. pardon. Ouais, c'est Kazuha. Ouais. Je la trouve magnétique. J'adore la regarder. Voilà, bref. Non. Bah, du coup, le deuxième mini-jeu, je vais te dire des phrases et il faudra que tu complètes la fin en fait. Tu vas comprendre, tu vas vite comprendre. Donc je vais te dire, je sais pas, un objet pour faire la fête. L'objet. Pardon, je réponds avec la pizza. Ouais, pas de problème. Par exemple, un exemple, ton objet pour faire la fête et tac, tu me donnes le nom d'un objet. Ok, tu vois. d'accord. Mais là, ça va être donc K-pop. Ah, j'avais peur que tu me demandes de compléter des phrases en coréen. Non. J'aurais pas été. Non. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question. Quand tu écoutes une musique de K-pop, tu comprends bien ou c'est tu comprends direct les paroles ou faut que tu vois le lyric? Non, j'écoute, je comprends des mots, donc je suis content, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent un peu les mêmes mots, tu vois. Elle dit toujours avoir besoin de quelque chose, de pas avoir besoin de quelque chose, donc je suis toujours content quand elle dit pilio quelque chose, pilio opsoyo, machin. Mais non, sinon c'est que des mots, non, puis ça, elles vont vite, hein, les rappeuses, elles sont... Ouais. Je pense à la rappeuse de Baby Monster, là, je crois que c'est Asa, je crois. Oui, je crois. Je la trouve dingue, elle a un débit mais non, j'entends que des brides. Mais un peu, tu sais, quand on apprend l'anglais au collège et au lycée, qu'on reconnaît que quelques mots dans la chanson anglaise, c'est américaine, ça. Par contre, quand par exemple, tu t'arrives à bien lire le coréen ou c'est juste oralement? Ouais, je le lis bien. Okay. Oui, non, je le lis bien. Okay. Ouais, je le lis bien. Ouais, je peux faire des karaokés. Ça m'a beaucoup servi pour socialiser là-bas, faire des karaokés en Corée avec des gens en chanson coréenne, avec des Coréens. Ouais. T'es un bon chanteur? Non, pas du tout. Ok. Bah, du coup, le deuxième mini-jeu, comme je t'ai raconté, donc je t'ai expliqué les règles. Bah écoute, tu es prêt? Ouais. Alors c'est parti. Ta chanson préférée est de K-pop, hein, du coup. Whistle. Ok, donc de Blackpink. Une chanson. Blackpink, une chanson pour faire la fête. Est-ce qu'il faut que je diversifie? Non, sinon je vais faire chier si je mets que du. Je suis sûr que tu penses à Boombaya, non? Non, mais je suis quand même obligé parce que moi j'ai appris aussi certaines chorégraphies parce que j'ai aucune fierté. Et donc souvent je fais I Like That quand même. Ok. Ça fait très bien. La chanson que tu trouves la plus triste? The Happiest Girl. Ok. Une B-side qu'il faut absolument écouter. Mais est-ce que je sais quelle chanson est une B-side? Bon, au pire, je te dirai. C'est pas forcément ça. Playing with Fire, c'est une B-side ou pas? Non. Ah non, ok. C'est quoi une B-side? C'est qui vient accompagner la... C'est ça, c'est les chansons autres que la chanson titre d'un album. Ouais, en général, ça n'a pas de MV en fait. C'est la deuxième qui sort. Non? C'est pas ça? Non, en général, il y a un seul MV par comeback. Et celles qui n'ont pas de MV, c'est des B-sides. D'accord. Mais, par exemple, pour Blackpink, souvent la première chanson qu'elle sort n'est pas la chanson principale parce qu'il d'accord, je vois. Oui, là, en fait, c'est spécial. Ça, c'est en fait, c'est des pré-singles
des singles ok. pardon, non, des Genre, singles de Venom, pré-sortie, c'est un pardon, pré-film. des singles de pré-sortie. Voilà. Oui, en fait, c'est pour dire, voilà, on arrive dans quelques semaines avec un nouvel album, ou un single album, Ok. c'est ça. Et donc la B-side, c'est en fait une chanson qui ne fait pas l'objet, par exemple, d'un clip, etc. quoi. C'est ça. Après, il y a des B-sides qui ont des clips, mais bon, c'est vrai que tu connais l'industrie K-pop, c'est très. Ouais, mais en c'est général, il n'y a standard. pas de MV pour une B-side. Ok. Bah une B-side. J'aimerais bien sur. Attends, qu'est-ce que je pourrais te dire? Parce qu'il y a quand même plein de. Je rigole mon Deezer parce que je pense que j'ai 500 chansons K-pop, mais là, je suis pris de court. Bon, après, si tu veux, on passe à la question. C'est comme tu veux. Ouais, vas-y. Je vais t'aider. Alors, les trois idoles que tu trouves les plus belles sont. Bah moi Lisa je la trouve absolument majestueuse. Je trouve Kazuha très belle du Séraphine non mais je peux plus la citer, je l'adore mais je crois qu'elle est un peu méchante je peux plus la citer. Ah. Je pense qu'elle est un peu méchante. Non mais vraiment j'ai envie de revenir Tu sur penses ce à film, qui? je pense qu'elles sont pas très sympas. Bah je pense que les deux belles c'est Wong Young et comment elle s'appelle? Eugene? Non? Oui, Eugene. D'accord. Et je pense que Eugene, elle est pas très gentille. Et je pense qu'elle Ah. est très rigolote. Mais je pense qu'elle est pas très sympa. J'ai une vibe un peu Mean Girl. Mais je sais D'accord. pas si. Je pourrais Sur pas un te petit dire, peu. je m'intéresse juste à leur musique, après le groupe en lui-même, je sais Bah, pas. par contre, c'est intéressant de voir, tu vois, leur programme de télé-réalité, leur truc, Hmm. parce que tu vois, tu les vois exister un peu, tu vois leur caractère, c'est intéressant. Je suis d'accord avec Vic La Pizza, Forever Young, c'est une super B-side. Ouais. Ouais, bah je Mais, valide parce que je crois que c'est l'une de mes préférées, voire ma préférée de Blackpink en Ouais, elle B-side. est super. Mais Wong Young, du coup, je la trouve très belle aussi. Mais il faut qu'elle mange, hein, parce que c'est terrible. Ok. Un groupe sous-coté. Un groupe sous-coté. Euh, je réfléchis. Un groupe sous-coté. Hmm. J'ai l'impression d'écouter que des groupes hyper mainstream en plus. Euh... Bah là, Est-ce que je peux citer juste un mec qui fait pas de la... Enfin, qui est un chanteur Un coréen indé que j'adore, mais qui fait pas de... qui s'appelle Gao. J'adore Ah Gao. oui, je connais. Ok, bah oui, ok. Ok, oui, je l'ai vu Voilà. en concert, enfin en festival, Ah ouais 1, 2, 3 Solal, il y a 200 à Lille, je crois. Ouais. Parce que du coup, ça m'intéresse. Je crois pas du tout à son histoire. Eugene, elle doit avoir un humour spécial. Peut-être aussi. C'est vrai que ça peut être une... On dit les fameuses personnalités 4D. Peut-être. Peut-être. Je l'espère parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bah, mais parce que je crois que ma chanson préférée de K-pop, c'est vraiment une chanson de IVE, même pas de Blackpink. Ah, c'est quoi? C'est I Am. I Am. Oh, j'en étais sûr. I Am, je l'ai écouté 3500 fois, je pense, même plus. Ouais. La plus belle voix de K-pop est. La plus belle voix de K-pop, c'est Rosé quand même, non? Je sais pas. D'accord. Et enfin, la dernière question. Il faut lire spectacle parce que. Ah, ben parce que c'est vraiment super. Voilà. Voilà. C'était le jeu de Julien Dufresne Lamy. Alors, le chat, avez-vous des questions pour Julien avant que l'on se quitte? Bon, ça va, tu passes un bon moment, Julien? Super. Alors, je ne vois pas me parler, hein, parce que tout est un peu décalé, mais c'est super. Je suis très content. Donc, en tout cas, moi, c'est un plaisir de t'accueillir, puis du coup, de discuter, d'avoir un métier mis en avant, donc d'écrivain qu'on n'a jamais eu dans l'émission. Donc, ça fait super plaisir. Est-ce que le chat, vous avez quelques questions avant qu'on quitte Julien? Et donc là, t'as d'autres concerts prévus de K-pop ou? Non, j'aimerais bien en faire d'autres, mais j'ai pas c'est pas encore prévu, non. Puis là, là aussi avec les JO, il n'y a pas trop de choses à se mettre sous la dent, donc faut attendre un peu. Ouais. C'est bien aussi d'attendre 6 mois, ouais. 9 mois, se dire, tiens, la hype elle monte, ouais. et le porte-monnaie remonte un petit peu aussi, se regonfle un petit peu. Ouais. Complètement. Alors, question de Vic, dans tes recherches, c'est quoi le truc que t'as appris qui t'a le plus choqué, par exemple sur Lisa ou sur Shipshan? Enfin, les deux, en fait, sur les deux. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Je pense que... Alors,
sur en fait sur le monde de la K-pop, mais en fait sur le monde coréen tout court, ce qui m'a le plus choqué, c'est deux choses. Euh, D'abord, c'est le fait que c'est vraiment la plaque tournante de la chirurgie esthétique là-bas. Ça se voit énormément. Enfin, ils sont vraiment refaits. Il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Je peux comprendre qu'on puisse, voilà. Oui, c'est notre culture. Hein. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir et ça a été corroboré. On m'a beaucoup expliqué. Enfin, presque, on me l'a défendu. Toutes les cliniques de chirurgie à Gangnam, par exemple, souvent se servent d'ailleurs d'idoles, hein, presque en vitrine, en devanture. Qu'elles fassent presque des offres promotionnelles pour les mineurs, ça m'a un peu choqué. Et que la plupart du temps, là on me l'a beaucoup confié, que la plupart du temps les Coréens se font refaire des choses, les Coréennes, et les Coréens aussi d'ailleurs, entre leurs 17 et leurs 18 ans avant de rentrer à l'université. La double paupière, le plus souvent. Notamment, ouais, alors pour eux vraiment la double paupière c'est presque. La monopaupière revient vachement maintenant. Et la double paupière c'est presque un appareil, je le dis dans le spectacle, hein, ils disent que pour eux c'est comme nous on se fait poser un appareil dentaire au collège. Quoi. Pour eux c'est vraiment. Et là je peux comprendre pourquoi pas. Ils font plus que ça hein, quand même. Mais, et c'est vraiment l'idée de faire de la chirurgie en fait l'été après leur lycée, disons leur lycée, l'équivalent de leur lycée. Pour être le plus attractif pour les universités, ça j'ai trouvé ça très fou, assez dérangeant. Et l'autre truc qui m'a un peu choqué, et là je me suis dit ok, il est temps de rentrer en France, et moi j'étais absolument passionné de ça parce que j'aime beaucoup les chiens, j'ai un chien donc j'adore les chiens, et donc il y a des chiens partout à Séoul, des chiens trop mignons, et comme Séoul c'est vraiment la ville dédiée à l'amour, c'est une ville très romantique, où les couples sont vraiment tout le temps main dans la main. Je crois savoir de quoi tu veux parler. Quand ils se séparent, ils abandonnent le chien. Ouais, quand ils se séparent, ils abandonnent leur chien. Ouais. Et ça, je me dis, mais qui fait ça, quoi? Ils abandonnent leur chien et leurs chiens sont recueillis dans des chenilles. Malheureusement, les chenilles sont tellement pleins à craquer et engorgés de pauvres bêtes qu'ils les tuent au bout d'un mois. Ouais, s'ils ne sont pas adoptés. Et là, je me dis, non, ça, c'est pas possible. Ouais, comme je rentre en France, là, j'ai trop vécu en Corée pour accepter ce genre de vérité. En fait, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas cette coutume, entre guillemets, c'est que quand un couple se forme, en général, ils achètent un chien pour comment dire, pour symboliser leur couple, mais en fait s'ils se séparent, c'est pas ils vont pas se dire bon c'est moi qui prends le chien ou c'est toi qui le prends. Non, ils abandonnent le chien. C'est ça. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, donc ça m'a quand même bien choqué. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions le chat? Et en termes de nourriture, t'es plutôt nourriture française ou coréenne? Ah, j'aime vraiment les deux. Hein. J'aime vraiment la nourriture coréenne, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bon. Alors, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je suis allergique au vinaigre et que la nourriture coréenne est quand même vraiment à base, rien que le kimchi par exemple, bien à base de vinaigre. Mais j'ai quand même réussi à trouver mon plaisir dans la nourriture coréenne. Moi, je suis très content de manger coréen. Toi, ça te gêne pas le épicé? Non, ça me gêne pas. Puis je trouve pas ça si épicé que ça par rapport à, tu vois, avec une taille ou autre. Après, ce qui paraît, on s'y habitue quand on y reste longtemps, non? Genre, au bout d'un moment, tu dis pas c'est moins épicé. Ouais, ton palais s'y fait un peu, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir à quel point, un peu partout, la cuisine. D'ailleurs, n'importe quelle cuisine du monde se développe. C'était pas le cas il y a 20 ans quand on visitait n'importe quelle ville. Aujourd'hui, vraiment, on est capable de trouver de l'indonésien, du coréen, du thaï, de l'italien, un peu partout. C'est vraiment bien. Et t'as... qu'est-ce que je voulais dire? T'es resté combien de temps en Corée? Je suis resté 5 mois. Et puis, j'ai suis retourné plusieurs fois, mais mon gros séjour pas entrecoupé, c'était 5 mois. D'accord. Une autre question, niveau nourriture, qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais en Corée? Nourriture, je pense que c'est quand même parce que ça, ils savent pas. Alors, ils ont une chaîne qui s'appelle Paris Baguette et qui propose des viennoiseries et du pain. Voilà, on peut pas appeler ça du pain, mais je pense que c'est le pain français qui a le plus manqué. Ouais. Ok, en général, les gens ils disaient aussi du fromage ou du saucisson, de la charcuterie. Non, toi pas trop? Ah ouais, non, mais déjà le pain, ça me, tu vois, j'étais même pas sur du fromage, non, mais ça en plus, tu vois, moi je mange pas tellement, je sais pas qui mange du saucisson de façon quotidienne,
Mais, mais le pain, ouais, bien sûr. Ouais, non, c'était pas. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et puis peut-être ce qui a manqué d'une façon générale, c'est je pense la diversité, la variété, je pense parce que je pense qu'on retrouve quand même toujours un peu les mêmes marqueurs dans la nourriture coréenne. Moi je l'adore, hein, c'est vraiment une très. Je trouve que c'est vraiment exquis. Mais que quand tu manges un bibimbap ou un bulgogi, en fait, c'est quand même. Les goûts sont assez. C'est pas comme si tu manges, je sais pas moi. J'ai pas d'exemple. Mais je trouve que voilà. Quand tu manges des spaghettis ou des pizzas, c'est pas varié, c'est ça que tu veux dire? Aussi varié, non? Voilà, exactement. Ouais, Voilà. ok, Bah, je vois. tu peux un peu varier, mais donc à peu près avec, je sais pas, une dizaine de plats. Disons. D'accord. Et alors ça j'ai déjà reçu dans mon émission une Coréenne qui maintenant habite en France. Et toi le matin tu déjeunes quoi? Quand tu étais en Corée, tu déjeunais français ou tu déjeunais petit-déj coréen? Qu'est-ce que je mange le matin? Non, moi j'ai toujours un truc un peu Toujours les, le les bol de repas lait? continentaux à manger, pas le bol de lait, mais non, mais je sais pas, ouais, non, mais pas grand-chose, je mange pas beaucoup le matin. Non, mais pas. Non, mais en tout cas, je mangeais pas du kimchi, quoi. Ok. Même blanc, ouais, sans vinaigre, on appelle ça du kimchi blanc, du kimchi à queue. J'en mangeais pas, non, c'était pas. Et puis c'est pas si, en fait, c'est pas si simple de manger des choses chez soi en Corée. Oui, En fait, ils n'ont pas de supermarché, ils n'ont que des trucs convenience store. Je me suis ruiné, mais comme oui, ça jamais, revient plus parce cher que à faire tous à les jours, manger. t'achètes ton yaourt, ton truc. Pareil, je n'ai jamais réussi à trouver du riz à faire cuire. Et le Ah riz bon? est toujours préparé dans des petits. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, j'ai écumé, mais tous les supermarchés, même les grands supermarchés un peu, des centres commerciaux un peu chic pour être pâte, c'était toujours du riz un peu dans des gamelles à réchauffer, quoi. Ah oui, c'est des plats préparés. Ouais, j'ai arrivé, préparés, ouais. Ah, ouais, ouais, Ok. exactement. À part la viande, on peut la préparer, il y a des barquettes et tout. Mais on m'a expliqué en Corée qu'ils en fait, ils font livrer dans des supermarchés qui ne sont pas en fait localisés dans le centre de Séoul, mais qui font livrer leurs courses en revanche, parce que ça coûte effectivement très cher. Ça, je l'ai su au bout de 4 mois, donc c'était un peu, je m'étais déjà ruiné. D'accord. Voilà, il n'y a que des gros sacs exactement de riz si tu veux manger, si tu veux le faire cuire ton exactement. Ok. Eh ben, je crois on a fait le tour du coup de la K-pop, de ton livre. Et du coup, c'était un plaisir de parler avec toi. Et Plaisir partagé. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment et cette discussion. de rien. Puis je te souhaite plein de succès Merci. pour spectacle et à pour toi d'autres. aussi. Pour d'autres projets, et puis j'espère que ça se fera les On croise les documentaires et autres. Ouais, on croise les doigts. Tu nous tiendras informé? Ouais, je vous dirai. Ouais, avec plaisir. Ça marche. Merci en tout cas. Voilà, le chat te remercie aussi. Et du coup, on se dit exactement à la prochaine pour de nouvelles aventures, comme dirait Vic dans le chat, pour de nouveaux ouvrages. Je suivrai les Twitch en spectateur maintenant. Ah, c'est gentil, merci. Profite quand même de tes vacances, hein. Ouais, j'ai quand même. Bien sûr. À bientôt alors. À bientôt, et puis je te l'ai pas dit, mais du coup j'ai adoré ce spectacle. Vraiment j'ai adoré. Moi je suis pas un grand lecteur, mais le livre je l'ai vraiment dévoré. J'ai adoré ton livre, spectacle, et j'ai adoré l'histoire de Chipchan, vraiment super passionnante. Ça me fait plaisir. Je disais, Lisa je connaissais déjà, donc mais j'ai adoré ta façon de raconter, et vraiment t'écris tellement bien que je visualisais à chaque fois les endroits, les images et tout, et j'ai adoré, vraiment, voilà. Merci beaucoup, vraiment, ça me fait bien plaisir. Et puis content que du coup on a un livre de qualité sur la K-pop. Voilà. Bah ouais, c'est important, il en faudrait plus maintenant. C'est ça. D'autres œuvres, tu vois. Bah ouais, mais peut-être. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure des années. Ouais, en espérant croiser les doigts. En tout cas, encore une fois, merci, puis bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt alors. À bientôt. Allez, Ciao. salut. Ciao.